Il y a des histoires que le temps ne peut effacer. Des blessures que le silence n'arrive pas à apaiser. Des vérités enfouies sous des montagnes de mensonges, des faux-semblants, et des sourires trompeurs, qui finissent toujours par refaire surface. Parvenir à les enterrer sous des couches de poussière n'a jamais été qu'un leurre. Et un jour, elles émergent, de façon aussi cruelle que nécessaire, pour redonner à chaque âme sa place dans ce monde. L'histoire d'Ineya est de celle-là. C'est l'histoire d'une enfant trahie, dont la pureté fut violée par la cruauté des adultes. C'est l'histoire d'une âme brisée, fragile mais tenace, qui fut arrachée à la lumière de l'amour pour être plongée dans les ténèbres de la solitude et de l'oubli. Et c'est l'histoire d'une héritière oubliée, dont le nom fut effacé du livre des vivants par ceux qui cherchaient à s'emparer de son destin. Mais surtout, c'est l'histoire d'une femme qui, après des années d'humiliation, de douleur et de résilience, revint pour réclamer ce qui lui appartenait de droit, son héritage, sa dignité et sa justice. Ineya n'avait que 9 ans lorsque son monde s'effondra. La vie avait été belle, avant ça. Son père, Malik Diarra, était un homme généreux et respecté dans toute la région. Il dirigeait une entreprise de construction prospère en Afrique de l'Ouest, une société qui avait permis à de nombreux villages de se développer, de voir leurs routes et leurs écoles se construire sous sa direction. Il était un homme droit, un homme de parole, et sa réputation était immaculée. Sa mère, Naïla, était une femme douce mais fragile. Elle souffrait souvent de maladies qui la laissaient épuisée et absente, mais Ineya, petite fille attentive et rêveuse, ressentait toujours l'amour incommensurable que sa mère lui portait. Ensemble, ils formaient une famille unie, et la grande maison qu'il habitait à l'extérieur de la ville semblait être le reflet de cette sécurité et de cette stabilité. Des domestiques, des livres à perte de vue, des jouets exotiques que son père ramenait de ses voyages. Tout dans cette maison respirait la tranquillité, l'amour et la prospérité. Mais ce monde parfait s'effondra un jour de manière brutale. Ce jour-là, la vie d'Ineya bascula, sans préavis, comme un bateau pris dans une tempête violente. Son père, Malik, était mort dans un accident de voiture. La nouvelle arriva comme un éclair, foudroyant tout sur son passage. Le message fut simple, cruel. Malik Diarra est décédé sur la route de Bamako. Il n'y avait pas de « pourquoi » ni de « comment ». Juste une phrase qui laissa Ineya seule avec un vide immense. Et peu de temps après, ce fut l'arrivée de sa tante Lydie. Elle était la sœur de Naïla, mais contrairement à sa mère, Lydie n'avait jamais eu une âme douce. Elle était souriante, oui, mais son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Ses paroles étaient douces, mais en elles se cachait toujours un sous-entendu, un calcul. Lydie, avec son air bienveillant et ses manières raffinées, expliqua qu'elle devait s'occuper de la petite Ineya. S'occuper était un euphémisme. C'était une façon de se débarrasser de la dernière héritière vivante de l'Empire Diarra, de la rendre invisible, et de se saisir de tout ce qu'elle pouvait. En moins de 2 semaines, la grande maison de Malik fut mise en vente. Chaque objet précieux, chaque bijou, chaque livre rare, tout disparut. La banque transféra discrètement les comptes bancaires sous le nom de Lydie, et Ineya, encore sous le choc de la perte de son père, ne comprit pas tout de suite ce qui se passait. Elle n'eut pas le temps de protester. Un jour, elle se retrouva dans une petite maison délabrée, loin de la ville. Lydie la relégua à la cuisine, où elle devait passer ses journées à nettoyer, à faire la lessive, à préparer les repas, tout cela sans un mot d'encouragement. Tout, sauf une vie d'enfant. Les coups commencèrent. Des erreurs triviales, des petites fautes de procédure, des miettes renversées ou un verre cassé suffisaient à déclencher la fureur de Lydie. La violence était toujours accompagnée d'une froide indifférence, comme si Ineya n'était qu'un objet à sa merci. Mais la pire trahison ne vint pas de la maltraitance physique. Non. La plus cruelle des trahisons, c'était l'abandon. Un jour, après plusieurs années d'humiliation, Lydie décida que la jeune fille était trop encombrante. Alors, elle la conduisit à l'orée d'un quartier pauvre, où elle l'abandonna devant un orphelinat en banlieue. Les portes du centre se refermèrent dans le bruit d'un monde qui se refermait sur elle. Ineya n'eut pas de larmes. Elle n'eut que de la colère. Elle ne comprenait pas, mais elle sentait au fond d'elle qu'elle n'était pas une victime. Que ce monde pouvait lui retirer son père, son passé, sa maison, mais qu'il ne lui retirerait jamais sa capacité à se battre. L'orphelinat était un lieu sans amour. Les murs étaient froids, les lits trop petits, les repas insuffisants. Ici, chaque enfant était une simple statistique, un numéro parmi tant d'autres. Aucun regard ne se posait sur elle, aucun mot réconfortant ne venait la toucher.
Ce n'était pas un lieu d'accueil, mais un lieu de survie. Mais dans cette grisaille, une petite flamme resta allumée en Inéa. Une intuition, un pressentiment profond. Elle était destinée à plus. Sa vie n'avait pas commencé dans ce lieu de souffrance. Elle sentait au fond d'elle que son destin était ailleurs. Elle se plongea dans les livres, apprit à lire et à écrire avec une ferveur presque religieuse. Elle dévorait les livres d'économie, les récits de grandes figures de l'histoire, des hommes et des femmes qui avaient surmonté l'adversité. À 15 ans, elle parlait couramment 3 langues, et elle n'avait qu'un seul objectif, sortir de cet endroit, tout reconstruire, et ne jamais plus être invisible. À 17 ans, Inéa quitta l'orphelinat. Elle chercha du travail. Elle trouva un emploi de serveuse dans un petit café, puis de femme de chambre dans un hôtel luxueux. Les tâches étaient rudes, les clients parfois cruels, mais elle observait tout. Elle mémorisait les gestes des riches, les mots des puissants. Elle apprenait. Et au fur et à mesure, elle tissait des liens invisibles avec le monde qui l'entourait, sans que personne ne se doute de ce qu'elle était réellement. Elle avait tout perdu, mais son esprit restait libre. Elle savait, au fond d'elle, que ce n'était qu'une question de temps avant que le monde n'apprenne qui elle était vraiment. Et que ce jour-là, Inéa reviendrait. Plus forte, plus sage. Plus prête que jamais à réclamer ce qui lui appartenait. Un jour, alors qu'elle nettoyait une suite de luxe dans l'un des plus grands hôtels de la capitale, Inéa fut attirée par un détail inhabituel. Sur une table basse en verre, au milieu de documents professionnels, un dossier cartonné couleur ivoire était resté là, comme oublié. Elle n'aurait jamais dû le lire, mais une force irrésistible l'Y poussa. Une intuition ancienne, viscérale. Elle s'approcha, les mains encore gantées de latex, et lut les mots en lettres noires, dactylographiés sur la couverture. Succession Malik Diarra, conflit d'héritage non résolu. Son souffle se coupa. Son cœur s'arrêta. Son Mondevacilla. Le nom de son père, disparu depuis plus d'une décennie, surgissait à nouveau devant elle, comme une bouée lancée dans les eaux sombres de son passé. Elle sentit un frisson glacial lui remonter l'échine. Inéa regarda autour d'elle, la pièce était vide, silencieuse. Tremblante, elle feuilleta discrètement les premières pages. Elle ne comprenait pas tout, mais des mots revenaient sans cesse. Litige, héritière présumée décédée, liquidation contestée, clause de blocage bancaire. Parmi ces pages, un nom était souligné plusieurs fois. Maître Awa Touré, avocate spécialisée en droit des successions. Un numéro de téléphone figurait en bas de page. Inéa l'écrivit à la hâte sur un mouchoir en papier qu'elle glissa dans sa poche, puis reposa le dossier comme si rien ne s'était passé. Elle quitta la suite comme à son habitude, mais en elle, quelque chose avait changé. Durant la semaine qui suivit, Inéa dormit peu. Elle fouilla les archives en ligne à la bibliothèque municipale, relut tout ce qu'elle pouvait trouver sur le nom Diarra, sur son père, sur l'entreprise. Tout ce qu'on avait dit sur sa mort, sur la vente rapide des biens, sur la disparition mystérieuse de sa tante. Et plus elle cherchait, plus le puzzle prenait forme. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose avait été volé. Et ce quelque chose, c'était sa vie. Finalement, le 8e jour, elle franchit la porte d'un petit cabinet discret, logé dans un immeuble en briques rouges du centre-ville. L'accueil était feutré, calme. Une assistante la fit patienter dans une salle d'attente sobre, aux murs garnis de diplômes. Puis, une femme élégante, à la peau foncée et aux yeux perçants, entra, maître Awa Touré. « Vous aviez rendez-vous » demanda-t-elle poliment. Inéa se leva, nerveuse. « Non, mais je devais venir. Je suis Inéa, la fille de Malik Diarra. » Un silence tomba dans la pièce, aussi lourd qu'un couperet. Le regard de l'avocate se durcit, comme si elle tentait de contenir un tourbillon d'émotions. Elle pâlit. « C'est impossible, » souffla-t-elle. On m'a dit que l'enfant était morte. » Inéa sentit une boule dans sa gorge. Elle ne répondit pas. Elle tendit simplement la main, avec le mouchoir sur lequel était encore inscrit ce numéro, la preuve de ce qu'elle avait découvert. Maître Touré, d'abord méfiante, comprit vite qu'il ne s'agissait pas d'un jeu. Elle fit asseoir Inéa. Et pendant des jours, elles plongèrent ensemble dans le passé. Des tests ADN furent ordonnés. Inéa accepta sans hésiter, prête à affronter chaque vérité. Les résultats furent sans appel. Elle était bel et bien la fille unique de Malik Diarra. Les documents de naissance, dissimulés, furent retrouvés. Les comptes de succession, ouverts.
Des témoins silencieux jusque-là, d'anciens employés, un chauffeur fidèle, une gouvernante retraitée, confirmèrent qu'Ineya avait bien vécu dans la maison Diarra jusqu'à la mort de son père. Et alors, la vérité éclata. Lydie, la tante, avait orchestré un chef-d'œuvre de manipulation. Elle avait déclaré la petite Ineya décédée dans un incendie fictif, produit un faux certificat de décès dans un hôpital complice, et utilisé cette fausse mort pour liquider l'ensemble des biens de son beau-frère. Elle avait encaissé les fonds, vendu l'entreprise à vil prix, et disparu sans laisser d'adresse. Mais ce que Lydie ignorait, c'était qu'un compte bancaire, celui où Malik Diarra avait placé le fruit de ses années de travail, plusieurs millions, avait été verrouillé par une clause très spécifique. L'accès ne serait ouvert qu'à la majorité de l'héritière, à condition qu'elle soit vivante et identifiée par des preuves génétiques et administratives. Cette clause avait été placée par prudence, par amour paternel. Malik savait que dans le monde des affaires, la richesse attirait les vautours. Il n'avait jamais imaginé que sa propre belle-sœur serait celle à trahir sa fille. Mais il avait prévu un filet de sécurité. Et ce filet avait sauvé Ineya. À 21 ans, Ineya Diarra devint officiellement l'unique héritière légitime de la fortune familiale. Le compte fut débloqué, les avocats se mirent en branle, et l'État, désormais informé de la fraude, lança un mandat de recherche international contre Lydie. Mais Ineya n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Elle ne voulait pas seulement récupérer sa fortune. Elle voulait reprendre son nom, sa voix, son pouvoir. Elle voulait rebâtir l'empire Diarra. Et elle voulait que chaque personne qui avait ri d'elle, l'avait humiliée, ou traitée comme une moins que rien, sache que la jeune fille invisible était de retour. Et cette fois, elle n'était plus seule. Elle était riche. Légitime. Et déterminée. Après des années passées dans l'ombre, Ineya se fit discrète. Elle s'effaça, mais pas complètement. Elle savait que pour revenir, il lui fallait plus qu'une simple revanche. Il lui fallait tout. Une transformation totale. Une réinvention. Ce ne serait pas seulement une question d'argent, bien que cet aspect fût crucial, mais de pouvoir, de domination, de vengeance froide et méticuleuse. Elle commença par changer d'apparence. Sa silhouette se modifia. Elle abandonna les vêtements simples qu'elle portait dans l'orphelinat et dans les hôtels miteux. Elle opta pour des tenues élégantes, des tissus rares, des coupes modernes qui la rendaient à la fois mystérieuse et imposante. Son visage, autrefois marqué par la douleur, se tint d'une sérénité glaciale. Elle apprit à se maquiller de manière à projeter un air sophistiqué, mais aussi impénétrable. Chaque détail, du rouge à lèvres au parfum subtil, travaillait à façonner l'image de celle qu'elle voulait devenir, Ineya Ka, une jeune femme brillante, en apparence détachée, mais qui, en réalité, était prête à tout pour accomplir sa mission. Elle changea aussi de ville. Elle s'installa à Abidjan, capitale économique d'un pays prospère, où personne ne connaissait son passé. Là, elle commença à investir dans des entreprises, à acheter des parts, à racheter des sociétés en difficulté, et à en gérer d'autres dans les secteurs les plus lucratifs, les mines, l'immobilier, la haute technologie. Elle se forma dans l'ombre, perfectionnant son savoir-faire en gestion, en droit des affaires et en stratégie de marché. Mais sa vraie force ne résidait pas seulement dans ses connaissances. C'était son ambition. Une ambition dévorante qui ne laissait aucune place pour les hésitations ou les scrupules. Ineya ne se contentait pas de gagner de l'argent. Elle voulait quelque chose de plus puissant, le respect, le pouvoir, la crainte. Elle n'était plus la petite fille abandonnée dans une maison délabrée, écrasée par les mensonges et la trahison. Elle était maintenant une femme qui avait traversé l'enfer et en était ressortie brûlante d'une détermination sans faille. Mais plus que tout, elle voulait qu'on l'écoute, qu'on la respecte et qu'on la redoute. Elle voulait que chaque personne qui l'avait négligée ou ignorée se rende compte qu'ils avaient fait une grave erreur. Elle ne laissait rien au hasard. Grâce à une série de détectives privés, elle retrouva bientôt Lydie, la femme qui l'avait détruite. Lydie, après avoir volé l'héritage, s'était reconvertie dans l'éducation, dirigeant une école privée. Elle se présentait désormais comme une citoyenne modèle, une directrice charitable, une éducatrice bienveillante, une personne irréprochable aux yeux de la société. Elle vivait dans une grande maison, meublée de luxe, bien plus grande que celle qu'elle avait habitée dans ses jeunes années. Mais cette maison, comme tout le reste, n'était qu'un monument au vol de son frère. Chaque brique, chaque objet décoratif, chaque tableau sur le mur portait la marque de l'argent qu'elle avait pris à Ineya et à son père. Ineya ne s'arrêta pas là. Elle ne voulait pas simplement la faire tomber publiquement, elle voulait qu'elle se sente acculée,
qu'elle comprenne que l'invisible revenait pour prendre sa revanche. Elle racheta silencieusement l'école, mais par l'intermédiaire d'une société écran, un prête-nom soigneusement choisi. Elle s'assura que les documents financiers, les bénéfices, les connexions étaient toutes sous son contrôle. Personne ne sut jamais que derrière cette entreprise se trouvait Ineya K, la mystérieuse investisseuse devenue propriétaire de l'école dirigée par Lydie. Puis, Ineya attendit patiemment le moment idéal. Elle ne voulait pas que Lydie fût simplement exposée comme une voleuse, une usurpatrice. Non, elle voulait l'humilier publiquement. Elle savait que Lydie organisait un grand gala annuel pour les parents et les mécènes de l'école, un événement mondain où elle se donnait en spectacle comme la femme de bien qu'elle prétendait être. Et c'est là, au sommet de son arrogance, qu'Ineya frappa. Les oír du gala arriba. La salle était pleine, scintillante de lumière et de rire. Lydie se préparait à prononcer son discours, vêtue d'une robe somptueuse, rayonnante dans son rôle de dirigeante philanthropique. Elle monta sur scène, le regard fier, prête à parler de ses réalisations, de ses progrès, de l'école qu'elle avait bâtie sur le dos des autres. La foule l'applaudissait déjà, mais personne ne savait ce qui allait arriver. Juste avant qu'elle ne prenne la parole, le micro se coupa. Un silence gênant s'abattit sur la salle. Les lumières vacillèrent puis, sans préavis, une vidéo démarra sur l'écran géant derrière elle. Les premières images montrèrent des photos en noir et blanc de Lydie et de son frère, Malik. Puis vinrent les documents, des extraits du testament falsifié de Malik Diarra, des copies des faux certificats de décès, des relevés bancaires des comptes vides, des enregistrements de conversations téléphoniques avec des complices. La trahison, le vol, l'abandon. La salle entière se figea. Les murmures commencèrent, suivis de regards incrédules. Les invités comprenaient à peine ce qui se passait, mais l'effroi grandissait avec chaque nouvelle image. Puis, quand la vidéo se termina, les lumières se rallumèrent, et là, debout au centre de la scène, se trouvait Ineya. Ses yeux brillaient d'une détermination froide. Elle n'était plus la jeune fille brisée qu'on avait oubliée. Non. Elle était la maîtresse du jeu. La salle, complètement paralysée, attendait ses mots. Elle fixa Lydie avec un regard glacial, presque dénué d'émotion. Puis, d'une voix calme mais pleine de pouvoir, elle dit « Tu m'as prise pour une morte. Aujourd'hui, je suis vivante, et toi, tu es finie. » La foule éclata en une clameur confuse, mélange de choc et de reconnaissance. Lydie, pâle et tremblante, tenta de réagir, mais il était trop tard. La vérité était désormais publique. Ineya avait pris sa revanche, non seulement sur Lydie, mais sur tout un système qui avait voulu la réduire à l'invisibilité. Le silence tomba à nouveau, mais cette fois, il était lourd de triomphe. Ineya venait de montrer au monde qu'elle était vivante, qu'elle était puissante, et qu'elle était prête à tout pour reprendre ce qui lui appartenait de droit. Lydie fut arrêtée dans les jours qui suivirent la révélation publique de sa trahison. Les policiers arrivèrent chez elle à l'aube, sous les regards ébahis de ses voisins, qui avaient toujours vu en elle l'incarnation de la respectabilité. Mais cette image s'effondra en un instant. L'accusation d'usurpation d'héritage, de fraude, de manipulation et de mauvais traitement envers Ineya, sa propre nièce, fut portée à son encontre. Lydie, si fière et arrogante jusque-là, se retrouva dans une cellule, une femme brisée par ses propres mensonges. Mais Ineya, elle, ne demanda pas que Lydie soit envoyée en prison, ni qu'elle paye pour ce qu'elle avait fait à sa famille. Ce qu'elle voulait, c'était la vérité. Elle exigea que cette vérité soit révélée publiquement, que le monde entier sache ce que Lydie avait fait, comment elle avait pris la vie d'Ineya, l'avait écrasée sous des années de souffrance et de déni, pour se nourrir de sa fortune. La vérité, en pleine lumière, voilà ce qu'Ineya exigeait. Et elle l'obtint. Les journaux parlèrent pendant des semaines de la chute de Lydie, de la femme qui avait failli à ses obligations familiales et sociales. Le procès fit les gros titres, et la vérité se déversa, implacable. Chaque détail de la fraude, chaque document falsifié, chaque faux témoignage, fut mis en lumière. Lydie, qui avait cherché à effacer toute trace de son crime, fut maintenant le sujet de discussion à chaque table, sur chaque réseau social, dans chaque salon. Elle se retrouva condamnée à une peine de prison, mais ce n'était pas la justice qui réconfortait Ineya. Non. Ce qui comptait pour elle, c'était que personne n'oubliât ce qu'il s'était passé. Cependant, Ineya n'était pas une femme uniquement guidée par la vengeance. Sa soif de justice, de vérité et de puissance ne se limitait pas à une simple revanche.
Elle savait que pour guérir les blessures du passé, il fallait aussi créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de bénéfique. Elle ne voulait pas que la douleur de son enfance reste ancrée dans sa mémoire, ni que d'autres enfants subissent le même sort qu'elle. Ainsi, elle décida de restituer ce qu'elle avait perdu, mais aussi de redonner aux autres ce qu'on leur avait pris. Elle créa une fondation, qu'elle baptisa les Ailes de la Liberté, dédiée à l'éducation et à l'émancipation des jeunes filles abandonnées. Elle voulait que ces filles, comme elle, grandissent dans un environnement où la négligence et la souffrance n'avaient pas de place. Elle leur offrait non seulement une maison, mais aussi un avenir. Elle s'assura que chaque jeune fille reçut une éducation de qualité, un accompagnement psychologique pour guérir des traumatismes passés et les ressources nécessaires pour poursuivre des carrières ambitieuses. Plus symboliquement encore, Ineya transforma l'orphelinat de son enfance en un centre éducatif moderne. Ce lieu qui avait été un berceau de souffrance pour elle devenait un lieu de renaissance pour d'autres. Elle supervisa chaque étape du processus de rénovation, choisissant personnellement les programmes éducatifs, les thérapeutes, les enseignants. Ce centre devint un sanctuaire, un symbole de résilience et de réparation. Mais Ineya ne se contenta pas d'être une simple bienfaitrice. Elle voulait que son engagement pour les autres soit une manière de s'approprier, à son tour, une part de pouvoir. Son nom se répandit dans les cercles les plus influents, et bientôt, on parlait d'Ineyaka comme de l'une des femmes les plus respectées du pays, mais aussi de la plus mystérieuse. Elle avait le charisme d'une dirigeante, la vision d'une entrepreneuse aguerrie, et le respect de ceux qui savaient qu'elle avait vu la vie sous ses pires aspects, mais qu'elle en était sortie triomphante. Pourtant, dans les grandes réceptions où son nom était désormais mentionné, dans les discussions où son influence grandissait, personne ne connaissait son histoire complète. Personne ne savait ce qu'elle avait vécu. Elle n'avait jamais laissé quiconque apercevoir la profondeur de sa douleur. Elle portait son passé en elle, chaque jour, mais pas comme une cicatrice. Elle le portait comme une couronne. Cette couronne était son héritage, mais aussi sa force. Car elle savait que sans ces années de souffrance, sans cette trahison cruelle, elle n'aurait jamais eu la volonté d'aller aussi loin, de se reconstruire aussi entièrement. Elle portait son passé comme une reine porte sa couronne, avec fierté, mais sans jamais oublier ce qui lui avait coûté. La fille trahie était morte, ensevelie sous les années de mensonges et de souffrances. À sa place, une reine s'était levée, une femme forte et sage qui n'avait plus peur de se faire entendre. Elle n'était plus la petite orpheline abandonnée, brisée par les circonstances. Elle était maintenant Ineyaka, une femme à la tête d'un empire, une femme qui régnait sur son destin. Elle avait fait du passé une arme, et de cette arme, elle avait forgé son pouvoir. Les grandes réceptions continuaient, les affaires prospéraient, les partenariats se multipliaient. Mais à chaque moment où elle se retrouvait seule, dans l'intimité de son bureau ou face à son reflet dans le miroir, Ineya savait que sa victoire ne résidait pas dans les chiffres ou les contrats, mais dans sa capacité à avoir transformé sa souffrance en une force qui inspirait le respect et l'admiration de tous.